Dans cette intervention, l'orateur commence par souhaiter la bienvenue et espère que tout le monde a passé un bon dîner. Il aborde ensuite les symboles occultes et obscurs utilisés par le National Reconnaissance Office, NRO, un bureau de renseignement du gouvernement américain. Il explique que ces symboles comportent souvent des étoiles, avec des configurations variées. Certains pensent que cela représente les différentes zones de lancement de satellites, comme la fameuse zone 51. L'orateur mentionne également un patch d'opération de flotte du NRO, qui comporte des inscriptions latines signifiant nous flottons ensemble et nous partons ensemble, suggérant ainsi la coordination de leurs satellites. Il souligne également l'aspect sombre et satanique de certains des insignes, avec l'utilisation récurrente de 4 étoiles. Il interprète certains symboles comme une référence à la fameuse zone 51 et remarque que l'image d'une fusée volant au-dessus d'une ligne circulaire ajoute une dimension sinistre à l'ensemble. Enfin, il mentionne un autre patch de mission du NRO portant le numéro 32 en chiffres romains, représentant le dernier niveau de la franc-maçonnerie, avant les degrés élevés des Illuminés. L'orateur explique que le passage du 32e au 33e degré représente la différence entre l'eau gelée et l'eau courante, symbolisant ainsi une progression vers un niveau supérieur de connaissance. Dans cette synthèse, l'utilisateur souligne le symbolisme de l'œil reptilien ou de l'œil d'oiseau présent dans des iconographies telles que le billet de $1. Ce symbole est associé à des connotations sataniques ou lucifériennes. Il mentionne également l'œil universel qui apparaît dans certains patchs de mission, ainsi que d'autres symboles sataniques flagrants tels que des démons, le trident, le hibou, le phénix et le dragon. Certains insignes portent des messages occultes ou menaçants à l'encontre des profanes, ceux qui ne sont pas initiés au cercle ésotérique. Dans cette conversation, il est mentionné que les initiés et sorciers effectuent un travail scientifique caché et que les profanes ne sont pas les bienvenus. Il est évoqué une possible relation entre la NASA et l'occulte, ainsi qu'entre les agences spatiales américaines. Le symbolisme du dragon est abordé, représentant le pouvoir et le savoir occulte. Une phrase latine omni vestris substructure esquerus ab nobis est expliquée, faisant référence à une phrase mal traduite d'un jeu vidéo. Il est également mentionné que certains symboles, tels que le dragon ou le serpent, sont répétés dans des représentations graphiques de la Terre entourée d'étoiles, mais leur signification précise reste incertaine. Le Bureau de l'information de Sierrance travaille en collaboration avec le NRO, et se présente comme les défenseurs du domaine, utilisant un concept chevaleresque pour masquer leur véritable intention de renforcer le féodalisme et la surveillance mondiale. Finalement, il est fait référence au logo de l'US Air Force qui est interprété comme le visage d'un démon, selon les explications données dans une présentation précédente. Le texte exprime l'opinion de l'auteur sur différents symboles et images utilisés dans les patchs de mission de l'armée américaine. L'auteur estime que ces symboles sont sinistres et démoniaques, et souligne leur lien avec des entités extraterrestres et des références occultes. Il critique également l'utilisation de ces symboles par des personnes censées représenter les valeurs américaines. L'auteur mentionne également l'existence de certaines équipes au sein de l'organisation qui se considèrent elles-mêmes comme des sorciers ou des magiciens, en raison de leur connaissance approfondie des missions secrètes. Finalement, l'auteur encourage les lecteurs à partager leurs interprétations et observations. Dans cette section, nous abordons les symboles des sorciers et des magiciens, qui n'ont rien à voir avec l'occultisme. Il s'agit de personnes innocentes détenant des connaissances secrètes sur des sciences avancées. Les symboles représentent souvent des sceptres, des éclairs et des satellites en orbite, montrant une probable utilisation de technologies scalaires pour la création d'énergie. Cependant, ces connaissances ont été perverties par des sorciers sombres et psychopathes, qui utilisent ces technologies à des fins destructrices et de contrôle. Ils prennent le travail des autres pour le pervertir. Certains symboles montrent le futur et une prise de contrôle totale pour asservir l'humanité. Certains symboles sont plus obscurs, comme celui avec le point d'interrogation et le croissant de lune, qui pourrait faire référence à la lune ou à un vortex. D'autres symboles sont vides, indiquant un vide spirituel. Ces symboles sont utilisés par les organes d'intelligence du gouvernement pour révéler leur implication dans une religion perverse. La dernière section aborde les correspondances entre le tarot et la Kabbale, soulignant l'importance d'étudier ces traditions de manière interconnectée pour comprendre leur symbolisme et leur signification. Si nous comprenons les corrélations entre ces symboles, cela peut être très puissant. Les étudier en conjonction permet de saisir toute leur signification et leur puissance. Faire des connexions avec d'autres occultistes et chercheurs va au-delà d'une simple épiphanie. C'est un moment de révélation intense, où l'on réalise à quel point les créateurs de ces systèmes symboliques étaient en phase avec une connaissance profonde. La Kabbale, par exemple,
enseigne comment se mettre en harmonie avec la conscience supérieure et la loi naturelle. Pour cela, il faut développer le désir de s'améliorer et se transformer, ainsi que la volonté d'aider les autres dans ce processus. Le tarot doit être étudié en relation avec l'arbre de vie de la Kabbale, les deux étant indissociables si l'on veut les comprendre pleinement. L'arbre de vie se compose de 10 séphirotes majeures, plus une sphère, appelée date, considérée comme l'essence de l'arbre, représentant la connaissance. Il existe en réalité deux arbres de vie, un macrocosmique, représentant les qualités de la nature et de l'univers, et un microcosmique, représentant les qualités de l'individu. Les 22 cartes des arcanes majeures du tarot sont distribuées de manière spécifique sur l'arbre de vie, avec les 11 premières cartes représentant l'arbre microcosmique, et les 11 autres représentant l'arbre macrocosmique. Le nombre 11 est significatif et mystique dans cette symbolique, associé à des expériences personnelles et synchronicité spirituelle. Si l'on voit régulièrement le nombre 11h11, cela peut indiquer un niveau de développement spirituel atteint, et un appel à partager ses connaissances. Il est donc encodé symboliquement dans cette décomposition du tarot sur l'arbre de vie. Le microcosme et les 11 autres cartes de l'arbre microcosmique sont distribuées dans l'ordre des sphères du système de numérotation des séphirotes. La carte numéro 1, représente Kété, se trouve en haut, puis on se déplace vers la droite, carte numéro 2, puis vers la gauche, carte numéro 3, descend d'un cran, carte numéro 4, puis de l'autre côté, carte numéro 5, au centre se trouve la carte verte, carte numéro 6, vers le niveau jaune à droite se trouve la carte numéro 7, vers le niveau jaune à gauche se trouve la carte numéro 8, la carte orange du milieu est représentée par l'ermite, carte numéro 9, et enfin la carte numéro 10 est la roue de la fortune. On considère la carte du fou comme la position du date, le premier ensemble de connaissances dans le culte, qui se réfère à la connaissance de soi et de la psyché humaine. En réalité, la carte du fou était à l'origine la carte de l'âme. Elle représente quelqu'un qui marche sur la tête, avec peu de connaissances et sans bagage pour l'accompagner. C'est un acte de foi et de volonté d'aller dans ce royaume pour créer un changement. Le fou est dans un état de naïveté et de confiance, avec la lumière protégeant son dos. Le voyage du fou commence dans l'obscurité et l'ignorance en bas de l'arbre de vie, et se termine à la position de la maîtrise de soi, représentée par la carte de la couronne. Le voyage de l'âme implique le désir de connaître sa véritable identité et d'acquérir la connaissance de soi et du monde naturel. La carte numéro 10, la roue de la fortune, représente l'identification terrestre et l'ignorance, tandis que la carte numéro 9, l'ermite, représente le désir de connaissance et la recherche de la sagesse. L'idée principale de cette synthèse est de favoriser l'appétit des gens pour une plus grande connaissance de l'eau et de ses bienfaits, afin de les aider à se transformer. L'auteur souligne l'importance de susciter le désir d'en savoir plus sur l'eau et tout ce qu'elle contient réellement. Il mentionne également que cela peut permettre à l'espèce humaine de progresser. En se basant sur l'arbre de vie kabbalistique, où chaque étape représente un chakra, l'auteur aborde différentes cartes du tarot associées à ces étapes. Il évoque notamment le chakra du plexus solaire, représenté par la carte de la force et le chariot, symbolisant le courage et la volonté d'agir. Il mentionne ensuite le chakra du cœur, associé à la carte des amoureux, qui représente l'union des aspects masculins et féminins du soin. Cette union permettrait de développer un véritable sens de l'attention et constitue le principe générateur. Enfin, l'auteur aborde le chakra de la sévérité, représenté par la carte du pape. Cette carte incarne le travail sur soi, l'introspection et le contrôle de ses aspects sombres. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de développer une plus grande connaissance de l'eau et de ses bienfaits, ainsi que de travailler sur soi pour se transformer et progresser. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre la religion et la vérité. Selon lui, la religion permet de contrôler et de maîtriser les aspects du soin qui nécessitent d'être maîtrisés. La séphira de la pitié est associée à la carte de l'empereur, représentant l'aspect duel de la religion, la relation entre la religion et le gouvernement. La sévérité et la miséricorde sont également évoquées, la première étant associée à la carte du pape et représentant l'influence interne sur soi-même, tandis que la seconde est associée à la carte de l'empereur et représente l'influence externe sur les autres. Le chakra du troisième œil est associé à la véritable intelligence, représentée par l'impératrice et la papesse, symbolisant respectivement la compréhension interne et l'application pratique de la sagesse. L'auteur souligne que la franc-maçonnerie, le tarot et la kabbale doivent être étudiés conjointement, car ils offrent différentes perspectives pour expliquer les correspondances et la connaissance. Enfin, il mentionne la maîtrise de soi comme étant la couronne de l'arbre de vie,
symbolisant la souveraineté personnelle sous le Créateur. Dans cette analyse, l'auteur explore la signification des cartes du tarot en les reliant à la tradition kabbalistique et à l'arbre de vie. Il attribue des significations profondes à chaque carte, les reliant aux différentes sphères de l'arbre de vie et aux aspects de la vie humaine. Selon lui, cette approche permet une compréhension approfondie des symboles et peut avoir un puissant impact sur la pratique de la vie. Il construit également l'arbre de vie macrocosmique en utilisant les 11 autres cartes majeures du tarot, montrant ainsi les forces à l'œuvre dans la nature et les différentes voies qu'une civilisation peut emprunter. En résumé, cette analyse cherche à démontrer la relation étroite entre le tarot et la tradition kabbalistique, offrant ainsi une interprétation plus profonde des cartes. La carte représente un appel à sortir de notre état d'ignorance et d'identification terrestre. Certaines personnes répondront à cet appel, d'autres resteront dans le royaume du jugement. L'Ace, Arte symbolise le libre arbitre et le choix de recevoir ou non la vérité. Elle représente la réception de la connaissance et du savoir. Elle est également la carte de la lumière, de la vérité et du désir. C'est une étape où un choix doit être fait, celui de recevoir ou non la vérité. Le chemin de gauche semble avoir une connotation négative, représentant le rejet de la vérité. En revanche, le chemin de droite a une connotation positive, symbolisant l'acceptation de la vérité. Le pilier central représente le choix que l'on doit faire entre recevoir ou ne pas recevoir la vérité. La carte du milieu, la carte du changement, indique que ce choix est crucial. Rejeter la vérité mène à l'ignorance, symbolisée par la carte de la lune. En acceptant la vérité, on intègre cette connaissance dans notre vie, représentée par la carte de l'étoile. Le chakra du cœur est le lieu où se prend cette décision, liée à la volonté. Si l'on choisit de ne pas recevoir la vérité, on aboutit au chakra de la gorge, symbolisant la sévérité et l'esclavage volontaire. En revanche, si l'on accepte la vérité, on peut monter le long du pilier de droite vers la miséricorde et la tempérance, et finalement atteindre la souveraineté et la liberté. Le choix entre ces deux chemins est crucial et peut entraîner un changement soudain, représenté par la carte de la tour frappée par le tonnerre. Dans cette interprétation du jeu de tarot, on explore les différentes cartes et leur symbolisme. La carte du diable et celle de l'esclavage représentent le rejet de la vérité et la perte de liberté. En bas, la carte de l'éveil et du libre arbitre appelle à la conscience et à la libération. La carte du soleil symbolise le rejet de la vérité, tandis que la carte de la lune représente l'acceptation de la vérité. La carte de l'étoile évoque un changement soudain. La carte de la tour ou de la maison Dieu représente l'esclavage, tandis que la carte de la liberté représente la liberté de conscience. Le chemin de gauche du rejet de la vérité conduit à la mort, à l'extinction et au chaos. La carte de l'entropie représente ce processus d'évolution échoué. Puis, le focus se tourne vers le côté opposé de l'arbre de vie, où la carte du pendu représente l'homme éclairé, exerçant la vraie volonté. Il incarne l'acceptation de la vérité et le travail pour atteindre la liberté. C'est la véritable évolution de la conscience. Au sommet du pilier de la miséricorde, la carte de la Saint-Tropez ou de l'évolution contrecarre la force de l'entropie et symbolise l'ordre dans le jeu. Ensuite, on atteint la plus haute force de la création, la loi naturelle, représentée par la carte de la volonté de Dieu. Cette carte englobe la vérité, la volonté, la liberté, l'amour et l'évolution, et incarne la loi dans la nature. L'orateur souligne l'importance de comprendre la loi naturelle pour réveiller notre espèce et nous diriger vers un nouveau chemin. Il termine en affirmant que la loi est reine, immuable et la seule autorité dans l'univers. La loi naturelle est présentée comme la connaissance occulte la plus importante de toutes. La présentation se conclut avec des remerciements et des applaudissements.